Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers compatriotes, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo donc YouTube de la chaîne Mulligan. En fait, je dis première dans le sens où c'est vraiment une vidéo qui a été tournée pour la chaîne YouTube et non pas des rediffusions de notre chaîne Twitch, pardon, comme vous avez pu avoir précédemment. Et en fait, cette vidéo, elle est là tout simplement parce qu'on a des demandes de notre communauté qui est grandissante, florissante et excellente, hein, si je peux me permettre de la résumer. Et on est à un moment où on a eu une nouvelle extension, donc le chapitre 5 de l'Orcana, Ciel Scintillant, qui vient de sortir depuis quelques jours dans les boutiques spécialisées. Bucky a disparu pour le plus grand bonheur d'une majorité d'entre nous, pour le plus grand malheur d'une minorité. Et on a également une première échéance, un premier événement qui va arriver dans 2 jours, qui est le Mulligan Challenge numéro 11. Donc pour répondre à cette demande, on a sorti donc une première vidéo donc sur les decks du moment. Alors je dis les, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a cinq. Donc j'ai sorti 5 decks qu'on a travaillé nous-mêmes de notre côté, du côté de la TSI principalement, et des premières listes qui ont commencé à émerger, donc on peut voir sur les différents réseaux sociaux à droite, à gauche. Et pour la première que je vais vous présenter, donc là on reste vraiment dans le classico-classique, un deck qui est présent depuis le chapitre 1 et qui est aussi entre meilleur et deuxième meilleur deck du format, même s'il y a eu un petit creux au moment du chapitre 3, voire 4, 4 où c'était donc une méta qui était très très variée. Euh, c'est le Steel Song. Le Steel Song, je vous ai préparé une liste que vous voyez. Alors vous connaissiez déjà sur la chaîne Twitch Magma, qui est un streamer en formation. Moi de mon côté, c'est YouTuber en formation. Donc voilà, il y a des choses, c'est un petit peu archaïque, c'est un petit peu sommaire, mais ce qui est important, au-delà de la forme, c'est aussi le fond. Donc j'espère que le fond vous plaira. Cette decklist, elle n'est pas issue de n'importe où, elle est issue de notre ami Neo, donc membre de l'équipe TSI. Euh, et Neo, pour parler de lui, donc c'est quelqu'un qui est classé actuellement dans le top 25 européen en termes de points sur les Disney Lorcana Challenge. Donc, en d'autres termes, il a fait top 64 à Lille, il a fait top 64 à Borum, et il a fait presque top 64 à Bologne, donc le dernier tournoi là qui date d'une semaine à peu près. Je dis presque parce qu'en fait, il avait le même nombre de points que d'autres personnes qui sont passées, mais lui, malheureusement, par rapport au départage, donc ça l'a pas fait. Mais on a toute confiance en lui, et on sait que ce sera pour la prochaine fois. Donc Neo, à chaque fois, a fait son top et ses plus belles performances, qui sont très nombreuses, j'ai vu son palmarès, en style song. Donc c'est un deck qui connaît plutôt bien, qui maîtrise sur le bout des doigts, et c'est une personne qui est d'une grande aide si jamais vous avez des questions à lui poser on va dire sur cette association de couleurs. On voit donc la liste, forcément, donc il y a une extension sur 5, ça représente 20% en termes de pool de cartes, ça va pas changer donc un deck du tout. Ça vient simplement parsemer, on va dire, ce deck de quelques ajouts bénéfiques. Et on voit en premier, donc c'est la Daisy. Daisy, donc un 4 pour un non ancrable qui leur a 2. Et en fait, à chaque fois qu'elle part à l'aventure, la personne, justement, donc l'adversaire, révèle la première carte du dessus de sa pioche. Si c'est une carte de personnage, il la met dans sa main. Alors, les inconvénients de cette carte, c'est en effet que c'est non ancrable et que ça peut donner quelques cartes à l'adversaire. À côté de ça, on voit justement que dans un deck qui se veut agressif, la carte a toute sa place. Donc, on reste un peu plus sur cette carte que sur d'autres. Les autres drop à 1 sont assez connus comme Cendrillon et Robin. Cendrillon, donc le fait de chanter 3, même si elle avait disparu de certaines decklists, là c'est vrai qu'elle revient parce qu'on a une méta justement qui s'accélère un petit peu en ce début de méta de nouveaux chapitres. Et on a besoin de gestion donc vraiment assez rapide. Et Cendrillon, c'est la carte parfaite pour ce genre de choses. Robin, par rapport à son alter, donc 3-6, qui est toujours aussi puissant et qui permet de chanter donc à 5. Mais voilà, les ajouts pardon, majeurs de cette decklist. Daisy en x3, parce qu'il y a toujours le côté non ancrable qui est une inquiétude et un savant dosage, équilibrage justement dans la version de Steel Song. Mais la carte est, j'ai envie de dire, un peu trop puissante, obvious dans des decks qui se veulent agressifs pour passer à côté. Donc 3 Daisy. Dans les autres ajouts, on a également Pat. Pat, il a beaucoup fait parler parce que comment dire, une carte qui empêche justement de chanter ou qui empêche l'adversaire de faire quelque chose, ça a toujours son potentiel. Et la carte là, elle est présente en x4 parce que dans les decks un petit peu dominants qu'on peut imaginer, eh bien, il y a des chansons un peu partout, que ce soit justement dans le Viouge, dans le Steel Song, même par exemple dans le bleu-rouge, qui aura toujours sa place, ou même les autres jeux bleus comme le bleu-gris ou d'autres qu'on verra par la suite. Le fait de pouvoir imposer un panneau stop
et une interdiction au niveau du gameplay de l'adversaire. Donc c'est quelque chose qui est toujours fort. Et en plus, la curve est relativement basse. Et c'est vrai que pouvoir se développer dans les 1, 2, 3 premiers tours et mettre un pad par la suite, voilà, c'est quelque chose qui peut donner un avantage en termes de tempo qui est assez important pour le deck. C'est tout ce dont il a besoin. En parlant de tempo, et quelque chose qui va très bien effectivement dans Silksong, c'est le Navin. Donc le Navin pour 4, donc Singer Meloman 6, qui permet justement donc, quand il est joué, de jouer une chanson donc, de 6 ou moins gratuitement. Ça fit parfaitement avec ce deck parce qu'il y a des gros sorts qui sont importants et qui sont les chansons comme Zeus par exemple pour apporter une gestion et permettre aussi le son de toujours rester un petit peu devant sur le board, le terrain, ou alors le fameux rêve bleu. Et on en revient justement donc au potentiel d'agression du deck qui pendant les premiers tours va se développer, va chercher justement à poser des problèmes à l'adversaire et qui va arriver donc pour 4 d'encre, peut-être au T4 ou peut-être au T5 directement, et chanter le rêve bleu pour non seulement se refaire une main, mais également pour disrupt un petit peu le plan de l'adversaire. Voilà, donc dans les nouvelles cartes, les mécaniques sont assez similaires à ce que fait le style Song, on va dire, depuis le début de l'Orcana. Mais c'est vrai que ces ajouts, on va dire, rendent le deck au-delà de encore plus viable. Pour moi, ça va être un des top decks de la méta et on va voir si jamais cette phrase va mal vieillir. Mais honnêtement, je pense que dans les prochaines semaines, on sera toujours dans le vrai. Donc ça, c'était la première des decklists, voilà, donc, qui a été donnée par le copain Néo. Deuxième decklist. Ah, j'étais obligé quand même un petit peu de vous parler de Viewge. Viewge, en fait, c'est l'association couleur, on va dire un petit peu de mon cœur, qui m'a aussi permis de me qualifier au championnat d'Europe, qui, on le sait depuis quelques jours, vont avoir lieu donc fin décembre euh, à Disneyland Paris. Et ceux qui se seront qualifiés pour les championnats du monde, donc ça aura lieu donc à Disneyland en Floride. La decklist, elle n'a pas beaucoup changé à nouveau. Une extension, 20% des cartes, ça va pas drastiquement donc modifier un deck. En revanche, ce qui est important de voir, c'est le retour de Jim. En fait, Jim, ça a toujours été une carte qui a été forte, qui est impactante. Simplement, avant, elle avait pour contrainte, enfin, elle a toujours pour contrainte, mais on va dire de jouer un certain nombre de lieux. Le problème, c'est que les lieux autres que le château de la reine n'étaient pas forcément assez puissants ou nécessitaient des contraintes en termes de cartes non ancrables. Là, on se retrouve avec un deuxième lieu violet qui permet de faire piocher et qui est ancrable. À partir de là, les contraintes de Jim disparaissent petit à petit et dans une méta, comme je le disais, qui s'accélère un petit peu, c'est un énorme play de tempo parce que ça pose une 4-4 qui leur a deux et également un lieu. Et les lieux sont pas si évidents que ça à chercher parce qu'ils ont respectivement 7 et 8 d'endurance. Et en plus de ça, c'est des lieux qui leur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux aussi qui ne leur pas dans leur cana. Là, il leur à 1 et 2, donc ce qui est plutôt beaucoup et qui met de la tempo. Donc c'est la principale différence, on va dire, par rapport au decklist qui était présent dans le chapitre 4, avec également l'apparition d'Elsa. À nouveau, moi je suis toujours dans cette optique où la méta va s'accélérer un petit peu, et le fait d'avoir une Elsa qui va venir donc engager un personnage adverse qui viendrait d'arriver, ça nous permet de prendre on va dire des trades plus ou moins avantageux et donc ça va changer un petit peu donc l'optique de la course et à partir du moment où les parties s'accélèrent, ben, c'est vrai que le nombre de tours est réduit et si jamais on modifie quelque chose sur la trajectoire on va dire du retour 5 et 6, le plan de jeu de la partie qui était établi je vais dire jusqu'au tour 9 et 10 vont s'en voir changer et ça peut donc ça peut changer donc les plans de l'adversaire et surtout donc dans l'arbre de possibilités le faire pencher du côté de la défaite pour l'oppo et de la victoire pour nous. À savoir que Viewge, c'est un deck qui est très polyvalent. Et la decklist que je vous montre aujourd'hui, je l'ai jouée, elle est plutôt correcte, elle a des résultats décents. Maintenant, c'est très bien qu'une fois que la méta sera un peu plus fixée, qu'elle évoluera. Vers quelle liste, je ne sais pas encore, mais toujours est-il, si jamais vous avez donc des tournois, là je vous parle du Mulligan Challenge, mais concrètement pour certains, ça va être également donc des tournois en boutique ce week-end. C'est une liste qui est viable, vous pouvez la prendre, et si jamais donc elle est bien pilotée, si vous êtes habitué du Viewge et du Pack Bounce, vous aurez des résultats avec. On était dans le classique, on va commencer à rentrer donc non pas forcément dans l'exotique, mais dans quelque chose d'un peu nouveau. Donc là c'est du violet jaune aggro, donc c'est le prochain deck pardon, le prochain deck aggro du format. Après je dis ça, mais en vrai les decks aggro pour ceux qui ont joué peut-être à d'autres TCG, moi je vais faire un parallèle avec Magic où j'ai joué pendant pas mal d'années. C'est des decks on va dire avec lesquels
les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans les jeux, même un enfant de 8 ans va faire une sortie curvée et va vous battre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de decks sont très complexes à piloter de manière optimale. Donc vous allez avoir beaucoup de frustration en perdant contre ce deck, des joueurs que vous allez considérer comme moins bons, et c'est tout à fait normal, c'est la nature du deck qui veut ça. Maintenant, à côté de ça, ce deck va également aussi gagner des tournois, et je peux vous assurer d'une chose, c'est que les personnes qui vont faire des perfs avec ce genre de tournoi seront excellentes. Donc tout le monde peut gagner à des matchs avec ça, des BO, mais tout le monde ne sera pas en mesure de gagner des tournois. Ce deck, il a eu une particularité, c'est qu'il a une curve très basse. Donc on est à 22 cartes à casting cost d'une encre, 10 drops à 2, et après dans le lot, on a beaucoup de cartes qui offrent du lore passif. Là, à nouveau, donc c'est l'arrivée de Daisy qui a changé un petit peu, enfin qui a permis, je ne vais pas dire l'émergence, mais en tout cas la résurgence, parce que ce genre de deck, ça a toujours un petit peu existé, mais c'est vrai que dès que le gris est un peu trop présent, ça a tendance à disparaître. Là, le problème des jeux gris, c'est que le drop 1, donc Daisy, elle a 4 d'endurance, 4 de bouclier. Ce qui veut dire que dès le début, il y a quelque chose qui est difficile à gérer, pardon, qui peut pas se faire, on va dire, bannir comme ça par le feu des volcans, pardon, String of Raging Fire, ni par les deux Storm Region. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui demande des réponses spécifiques, peut-être comme la chanson de Zeus. Donc dès le début, on a quelque chose qui met le gris en difficulté, qui va permettre de faire ces 2, 4, 6, voire 8 de l'or. Et surtout à partir du moment où l'adversaire va vouloir se concentrer sur Daisy, eh bien tous les autres drops, tous les autres personnages justement donc avec un coût assez bas vont pouvoir être joués et eux aussi donc mettre des points de l'or. Donc c'est vrai qu'on m'a posé justement la question, donc quelqu'un dans l'équipe qui m'a demandé comment on interagissait justement donc avec l'adversaire. Il y a deux réponses. La première c'est emberlificotage, donc qui va permettre de remonter donc un personnage de 2 ou moins dans la main de l'adversaire. Donc en termes de tempo, c'est tout ce dont le deck a besoin, et en fait la meilleure interaction c'est avec les lords de l'adversaire. Il y a beaucoup de lords passifs, donc là j'ai plus le nombre total, mais entre par exemple les balous, les merlins chèvres, et l'action justement à 2 qui permet donc de gagner 2 points de l'or. Voilà, même à distance, on va pouvoir donc finir les parties. Ce deck, son but c'est d'arriver justement entre on va dire 14 et 17 points de l'or, et après de réussir à grappiller à droite à gauche avec les cartes qui mettent du lore à distance. Et pour permettre tout ça, un des gros ajouts, honnêtement aussi important que Daisy par exemple, c'est le Chromicon, donc un objet pour deux qui est ancrable, ce qui est une bonne chose parce que là le deck avec tous les personnages à un non ancrable, on est là une decklist à 20 non ancrables, donc il n'en faut pas forcément plus. Si jamais la decklist affine et qu'on peut arriver genre à 16-18, c'est très bien, mais 20 c'est faisable, mais il faut pas plus. Donc le Chromicon, donc l'objet qui est ancrable, c'est ce qui permet justement au deck d'avoir de la consistance. Donc il suffit de l'engager et chaque joueur peut piocher une carte. Peut-être qu'on verra même cette carte dans des decklists un peu plus meules, voilà, qui ont déjà vu le jour dans le passé, qui n'ont jamais forcément été très viables. Là, je pense que c'est un peu trop tôt parce qu'au début de format, beaucoup de personnes vont s'essayer à des decks aggro et principalement donc c'est cette version. Voilà, donc le meule, peut-être qu'on le verra arriver un peu plus tard, une fois que le format se sera stabilisé et ralenti. Donc voilà, ce Chromicon, vraiment une carte extrêmement importante. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas, concrètement, le deck perd beaucoup, beaucoup en power level. Autre decklist, là on passe justement dans quelque chose qui est un peu plus exotique, croustillant, c'est selon. Le Blurple. Blurple, c'est quoi? C'est la contraction justement de blue et purple, donc bleu-violet. Il y a des fans, depuis très longtemps justement de cette association de couleurs, des fans qui étaient déçu parce que c'était pas quelque chose qui était alors on va pas dire que c'était vite fait viable, mais c'était pas forcément compétitif, et là on voit qu'il y a beaucoup d'ajouts dans la decklist qui font que forcément le deck gagne en consistance. Ça passe par le petit Big Ben, ça passe par des cartes justement donc Chicha, Tipo, qui permettent donc de l'accélération et de la value du card advantage. Madame Mime, donc éléphant, donc 3 sets pour 4, donc un très gros body, qui a une carte avec beaucoup de statistiques, beaucoup de lignes. Là, Elsa, dont je vous parlais précédemment, à nouveau, qui va faire office de gestion indirecte, dans le sens où ça va permettre d'engager un personnage adverse que vous ne pourriez pas forcément gérer donc avec des sorts, des actions, des chansons. Là, voilà, vous l'engagez, ça permet justement donc de la défier et normalement de la bannir. On a également le Donald, le Cusco qui apporte une gestion spécifique.
le nouveau Merlin qui fait office de tuteur, ce qui est extrêmement fort dans tous les TCG. Pouvoir aller chercher une carte qu'on veut, c'est toujours des conditions de victoire ou des conditions de construction de deck. Et on le voit quand je vous parle construction de deck, on voit qu'il y a des cartes justement qui sont un peu plus chères, qui sont en moins d'exemplaires, parce qu'on ne veut pas les voir tout de suite. En plus, elles sont non ancrables, en l'occurrence avec Elsa et Mufasa. Mais surtout, on peut se permettre d'aller les chercher. Le emberlificotage qu'on a vu dans la decklist précédente, dans la notion de tempo, d'interaction avec l'adversaire, ben là également le début de partie peut être parfois un peu dur avec ce deck, et c'est pour ça qu'enberlificotage c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, pour un, on remonte un petit truc en début de partie, ça nous permet justement de continuer à poser nos autres cartes de début comme Chicha, Tipo ou alors le Mickey Mouse. Et après on a tout ce qui est option de pioche avec Mes Amis de l'au-delà, la carte qui est là depuis le chapitre 1, une chanson, et qui sera là jusqu'à, je pense, la fin de l'Orcana, ou en tout cas qui est là pendant encore très longtemps. Et le fameux Let It Go, la chanson, donc c'est là, c'est la gestion, on va dire, polyvalente de ce deck. Il y a des versions qui jouent également donc le ADS à nouveau, ça rajoute du non ancrable et c'est pas toujours évident. Et pour finir cette decklist, on a donc le Château de la Reine qui est connu et reconnu pour on va dire sa capacité justement à être posé et à entamer une course parce que 2 de l'or par tour, c'est quand même une vraie cloque. Et également donc toujours la possibilité justement donc d'offrir de la pioche en mettant les personnages à l'intérieur. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages, même si c'est un deck qui se veut un peu contrôle, il le fait à travers donc le champ de bataille, le terrain, donc à travers beaucoup de personnages, et donc ces personnages iront dans le château. Dernière decklist, et là je parlais d'exotisme. Alors c'est une association de couleurs qu'on a déjà vue, principalement sous forme de Red Fassa. Donc l'association c'est jaune-rouge. Euh, Mufasa donc avait des défauts justement et des comment dire des conditions en termes de construction de deck qui n'étaient pas forcément toujours évidentes à maintenir pour permettre au deck de rester donc tout en haut on va dire de la méta. Il y a des moments il était quand même plutôt bon et il y avait d'autres decks qui lui posaient un peu souci, ce qui fait que le deck a jamais été mieux que tier 2 on va dire. Là, c'est la même association de couleurs, mais on enlève Mufasa, et en fait, ce deck, on va l'appeler, donc, enfin, il s'appelle Red Song. C'est une association de couleurs qui profite de petites, enfin, de cartes qui payent pas forcément de mine comme ça au premier regard. Mais par exemple, on a la Madrigale, donc pour 3 la 1-4, qui a un excellent complément donc à réponse pour permettre de piocher en soignant nos personnages. C'est pour ça qu'on a la petite Mulan à 1, la Mergotel à 2, qui était déjà présente avant, mais qui comptait principalement exclusivement sur réponse pour être soignée et piocher. Alors bien sûr, réponse c'est toujours le meilleur, on va dire, des piocheurs comparé à Madrigal. Maintenant, Madrigal, ça arrive au tour 3, ça permet de curver un peu plus facilement, donc de jouer justement dans la courbe de mana. Donc 1, 2, 3. Et également, donc c'est une princesse. Ça permet donc de gagner à nouveau du lore à distance, du lore passif avec Ralph. Donc une nouvelle carte également du chapitre 5, donc Ciel scintillant. Donc une carte pour 7 qui a des bonnes stats, des bonnes lignes de texte également, qui l'aura 2 et qui vous permet de récupérer une princesse. Et si vous le faites, vous gagnez 2 de l'or. Donc voilà, le deck à nouveau, un petit peu sur le modèle du Blurple, va se battre avec ces personnages, des bonnes lignes de stats pour récupérer donc le champ de bataille, prendre l'avantage, le dessus et aller donc après donc tout droit vers la victoire et les valeurs. Pour céder, lui, il a un peu plus de chansons, donc c'est vrai que le rouge a toujours le gros packaging de gestion, donc ça passe par votre roi vous invite à la fête, le Big King également, donc le Soyez prête qui peut être chanté en plus justement par le Ralph, qui permet donc de gagner énormément de tempo, puisque vous chantez, et après donc vous rejouez un ou deux personnages dans le tour, ce qui fait que vous êtes toujours en avance. Une carte qui est du chapitre 4 mais qu'on n'avait pas forcément vu, donc c'est la chanson, donc pardon je me souviens plus, donc on est une famille qui permet de regarder donc les cartes du dessus de votre pioche, de votre bibliothèque, de les révéler et de les mettre dans votre main. Donc vraiment ce deck il a un petit côté snowball, effet boule de neige, dans le sens où au début vous jouez des petits personnages, il y a des interactions au fur et à mesure qui arrivent et qui vont vous faire prendre un avantage par des cartes de plus en plus puissantes. Donc le deck est mine de rien
plus difficile à jouer que ce qu'il n'y paraît. Donc je vous conseille, si jamais vous êtes peu familier de cette association de couleurs, c'est vraiment de faire beaucoup de tests et de parties pour vous familiariser avec les interactions et surtout optimiser les subtilités du deck qui vous amène vers la victoire. J'ai une précision, cette decklist, donc moi je travaille pas forcément dessus, elle m'a été donc généreusement fournie par Ita, qui est un joueur de Bordeaux, plutôt correct de ce que je cru en comprendre. Et voilà, donc un copain de Néo qu'on a présenté précédemment. Au niveau des decklists, donc je sais que toutes les bonnes choses ont une fin. Les 5 sont déjà passés, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura plu évidemment, parce que le but, comme je vous l'ai dit, c'est de répondre à vos demandes. Si jamais vos demandes elles sont un petit peu variées ou diverses, voilà, vous pouvez nous en faire part par MP ou même sur le Discord Mulligan, comme vous faites généralement. Voilà, les vidéos, elles peuvent se présenter sous différentes déclinaisons. Ça peut être peut-être des guides de ces decks que j'ai présentés, peut-être des guides de decks par rapport au mulligan, comment se jouent certains match-ups. Ça peut être à nouveau donc une liste un top 5 ou un top 3 de decks budget. Peu importe, on est ouvert. À la base, si on fait ça, c'est justement pour vous faire plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Quoi qu'il en soit, moi, c'était un privilège, un honneur de faire cette vidéo pour vous. Voilà, à nouveau, la section commentaires est là si jamais vous avez des remarques à faire. Et quoi qu'il en soit, on reste à votre disposition. Et si je peux me permettre pour les mots de la fin, bonne chance pour ceux qui participeront au Mulligan Challenge et à bientôt.